à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin en Bretagne. Nous sommes très heureux de passer cette petite heure en direct avec vous. Alors ce matin, nous avons la chance de recevoir une partie du groupe brestois mythique, vous le savez, Matmata. Tristan Niwarn alias Stan au chant, guitare, au clavier, flûte et j'en passe. Et puis Benoît Fournier alias Scholl à la batterie et aux percussions. Un groupe devenu mythique avec sa wash, vous le savez, mais qui continue à plat de couture en 2017. C'est le titre de leur dernier album. Nous reviendrons sur 20 ans de carrière et leur très cher Finistère. On mettra la wash ce matin. Vous saurez décidément tout sur la Bretagne grâce au petit guide écrit par Dominique Aymar et Éric Jouan, un ouvrage qui nous dévoile la Bretagne par le petit bout de la lorgnette, du lancer de menhir aux 10 moyens de guérir dans notre région en passant par l'incontournable recette du Queen Amman. Bref, une compilation éclectique que nous présentera son auteur dans quelques instants, Éric Jouan. Une invitation également, et si vous deveniez donneuse de bonheur, c'est l'invitation lancée ce mois-ci par l'agence de biomédecine, un appel aux dons d'ovocytes pour permettre aux couples qui souffrent malheureusement d'infertilité de connaître le bonheur d'avoir un enfant. On verra cela avec le docteur Ségolène Vaux. Et enfin, notre coup de pouce hebdomadaire à des Bretons en recherche de financement sur la plateforme Kengo. Ce matin, nous recevrons Mathieu Duval avec sa compagne Marie. Ils élèvent des ânes à Chauvigny en Ille-et-Vilaine et à l'avenir, tous deux aimeraient lancer leur gamme de savon au lait d'ânesse, bien entendu. Il nous l'expliquera tout à l'heure. Sans oublier, en fin d'émission, vous le savez, le débriefing de la truculente comédienne Catherine Bossard. Voilà pour la partition de cette matinée. Bonjour Matmata. Alors on va dire comme ça, parce que vous incarnez à vous seul la très belle énergie de la scène bretonne. Vous l'avez incarnée très tôt dans les années 90 et vous continuez à le faire. Alors à la base, c'était vous, Tristan Niwarn, alias Stan, et puis il y avait Cédric Floch, alias Samy. Puis vous avez été rejoint petit à petit par le bassiste Éric Diger, le batteur Fanche. Ça vient de là, Mélawash Fanche ? Oui. C'est ça ? Oui, ça vient de là. Alors Matmata, c'est en référence à la Tunisie. Pourquoi ? Oui, alors, c'est notre premier groupe déjà, donc voilà, il fallait trouver un nom, c'est quelque chose d'assez dur. Au début, c'est assez compliqué de trouver un nom, surtout qu'on commençait, on ne savait pas vraiment ce qu'on allait faire comme musique. Nous, on a décidé de trouver un nom qui n'évoquait rien, à Brest en tout cas, parce qu'on a commencé à Brest. Ouais. Et puis voilà, Matmata, c'est où j'y avais été quand j'étais gamin en vacances, voilà, je me souvenais de ce nom-là. Et puis il a l'avantage de se prononcer de la même manière dans toutes les langues. C'est vrai. Donc, mais voilà, sans le H pour la Tunisie, voilà. Village troglodyte. Très joli d'ailleurs. Et alors vous, Benoît, vous avez rejoint le groupe un petit peu plus tard, en 2002. Malgré tout, je pense que vous avez forcément évidemment des souvenirs et une histoire en commun, c'est évident. Je vais vous proposer de tirer un premier petit papier. Allez Tristan, vous commencez ? Alors, il faut qu'elle arrive. On va voir quand même qu'avant Matmata, il y avait quand même des petites choses. Oui. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Les Tricart Twins. C'est le duo que Cédric Floch, donc Samy et moi, avions formé. On s'est rencontrés sur les bancs de la fac et on a commencé à jouer tous les deux en acoustique, principalement des reprises des années 60, 70. Voilà, et on a commencé dans les bars de Brest, où on a même tapé la Manche au Jeudi du Port à l'époque, devant Gottener, je me souviens. Voilà. Et donc voilà, on a commencé à pas mal tourner dans les bars, et puis c'est là qu'on a rencontré Éric Diger, et Fanche, Jean-François Paillard, et puis le groupe a été formé en septembre 1995. Voilà. On y reviendra un peu plus tard dans l'émission. Allez, Benoît, je vous propose de tirer à votre tour un petit papier. Alors, vous n'étiez pas à l'époque dans le groupe, mais non. Je pense que vous en avez entendu parler quand même. FFF. Qu'est-ce que ça évoque ? Bon, déjà, on les a recroisés cet été au Festival des Vieilles Charrues. Forcément. J'ai joué. Mais effectivement, je n'étais pas là à l'époque, mais Matmata a fait quand même la première partie de FFF. C'était en quelle année ? 96. C'est notre première scène. C'était votre première scène, vraiment, voilà. Et vous avez eu de la chance, parce qu'en fait, ils n'étaient pas super en forme ce jour-là, apparemment, les FFF. Oui, Marco Prince était malade, donc ils ont dû écourter leur concert, et nous, on arrivait de nulle part, on surgissait de nulle part, et du coup on a joué autant qu'eux, donc on a eu les honneurs de la presse le lendemain, donc on s'est bien fait remarquer ce jour-là. Donc, on n'a parlé que de vous le lendemain, il faut le dire. Oui, parce qu'il y avait moins de choses à dire sur le concert des FFS, malheureusement pour eux. Mais donc voilà, c'était un gala étudiant à Brest, et les étudiants qui organisaient ça avaient choisi de prendre un groupe de Brest en première partie. Ils avaient fait le tour des clubs et on avait été choisis. On existait depuis 6 mois, alors quand on a appris qu'on faisait la première partie des FFF, on dit on va peut-être travailler un peu là. Donc on a travaillé un set de 32 minutes, pas plus. On n'avait pas plus de toute manière, et on a joué 32 minutes. Voilà. Et de là,
Tout est Voilà, parti. voilà. Bon, alors vous restez avec nous, on va reparler bien sûr de la belle histoire de Matmata tout au long de cette émission, mais je me pose une question, est-ce que vous connaissez bien la Bretagne tous les deux? Peut-être. On va Non, mais on voir. va pas dire oui parce On va que si voir on ça se plante tout sur de des suite. questions. Il y a beaucoup de choses à dire bien sûr sur notre région, et il y en a un qui est un incollable, il s'appelle Éric Jouan, il vient d'écrire un ouvrage, vous allez voir, on va tout savoir sur la Bretagne. On le reçoit. Bonjour Éric Jouan. Bonjour. Alors, vous êtes auteur du livre Tout savoir sur la Bretagne. Est-ce qu'on peut tout savoir sur la Bretagne? Bien sûr que non, mais rassurez. l'objet de ce livre, c'était d'utiliser un autre système pour appréhender une région. On peut regarder une région à travers son histoire, à travers sa musique, à travers sa gastronomie, sa culture, mais on peut aussi imaginer de la regarder d'un autre point de vue, qui est celui qu'on a choisi avec Dominique Aymar, c'est celui de l'impressionnisme, c'est d'aller regarder finalement ce qui étonne, ce qui détonne, ce qui nous paraît étrange, fascinant, intéressant, pédagogique aussi parfois, parce qu'on apprend des choses effectivement, mais iconoclaste aussi, parce qu'on peut s'amuser en regardant toute cette histoire fabuleuse de la Bretagne, qui finalement est une région extrêmement riche quand on met les deux mains dans le cambouis de l'histoire de la Bretagne et de ce qu'elle a représenté, ce qu'elle représente aujourd'hui pour les Bretons. C'est fascinant. Donc Et vous puis- partez des petits riens en fait, des petits détails, des choses qui nous paraissent peut-être anodines. Hein. Oui. C'est le parti pris que vous avez. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est tout dans à ce fait livre, aux léger éditions dans West France. l'approche. Oui, Ouais, tout à fait. C'est très léger. Alors est-ce que c'est pour épater la galerie dans les dîners ou vraiment ça peut servir au quotidien? Je crois que vous savez, les miscellanées du docteur Benschott ont été remarquables historiquement dans l'histoire de l'édition parce qu'il avait inventé un nouveau système et c'est ce qu'on a voulu reproduire pour la Bretagne. Ce système, c'est on regarde quelque chose de manière impressionniste avec des petits points. Pointillistes comme ça et on regarde les choses différemment et donc ça nous a donné envie d'avoir ce prisme-là particulier sur la région qu'on aime, puisque voilà, Bretons nous sommes, Bretons nous resterons. Nous restons, forcément. Alors on va évoquer les quelques-uns des sujets que vous abordez, on va rentrer dans le vif du sujet. On commence avec un clin d'œil pour nos invités, une question cruciale sur la météo en Bretagne. Alors il y a un chapitre qui s'intitule « Il pleut sur Brest », c'est le nom de ce petit chapitre, avec de jolies expressions. Est-ce que vous connaissez des expressions, tous les deux, en rapport avec la météo? Oui, il y en a une qui... celle qu'on utilise le plus souvent, c'est « il fait beau plusieurs fois par jour ». C'est ça. Voilà, plus qu'une seule fois, du 15 août au 15 juillet. Non, mais en fait, non, Ah, vous êtes- c'est de la condensation, c'est pas de la pluie. hein. Ils sont pas mal, hein, Ils sont pas mal. Alors, je pourrais rajouter que c'est pas de la pluie qui tombe en Bretagne, c'est de l'iode. Déjà, Ah, c'est c'est ça. plutôt C'est bien mieux aussi, ouais. que Ça de n'a l'eau. rien à voir. Ça n'a voilà, Strictement strictement rien à voir. voir. Parce que le breton a cette capacité de résilience. Ça ira mieux demain. Hein. De toute façon, ça ira mieux demain. Et de toute façon, effectivement, nous avons les 4 climats. Le matin, il peut faire très très beau. C'est vrai d'ailleurs. Il va faire très mauvais à midi, puis moyennement beau à 14h, et puis franchement mauvais à 21h. Une toute autre expression, façon, c'est qu'on il n'est pleut. pas en sucre en Bretagne. On n'est Ah, pas ça en c'est sucre. ça, oui, aussi. Ouais. Puis si t'aimes pas le temps, t'attends 10 minutes. Pas mal, oui. Vous allez les embaucher pour le tome 2, je pour crois. le prochain, je vous embauche. Il y en a une autre qui Il pleut qui que sur les cons aussi, ça on l'a entendu. Ah, ça c'est Kersozon. Ah, c'est Kersozon. Ça, c'est signé. Et sinon, il y en a une que j'aime bien, mais il faut la dire avec un peu l'accent breton, quoi. Hein. Ah oui. Ouais, si ça continue à bruiner, ça va finir par pleuvoir. Le temps est parti pour rester. Gosse, le temps Le temps est parti pour rester. Le temps est parti Génial. pour rester. Ah, c'est bien ça. Ouais, vous êtes bien. Bon, alors, puisque vous avez bien lancé, on va continuer. Tristan, Benoît, est-ce que vous connaissez la devise de la Bretagne? Plutôt la mort que la souillure. Exactement. Waouh! Alors là, vous m'impressionnez. Incollable. On n'avait pas répété avant, je vous promets. Fou. D'où vient Ah oui. cette devise alors? Eh bien, ça vient de Barbe-Torte. Barbe-Torte était le petit-fils du dernier roi de Bretagne. Il est mort en 952 et il a combattu les Normands. Il a combattu ces Vikings, en fait. Et à Barbe-Torte s'est retrouvé avec ses équipes, avec ses soldats, devant une rivière boueuse, sale. Et évidemment, personne ne voulait traverser cette rivière et surtout combattre les conquérants normands qui étaient derrière. Et il voit... Barbe-Torte, on l'avait surnommé le Louarn, qui veut dire le renard. Mmh. Et il voit un renard qui poursuit une hermine, la blanche hermine. Ouais, la blanche La voilà, la blanche Mmh. hermine. De Fougères et Clisson. Alors, elle arrive là, près de la rivière boueuse et sale, et au lieu de traverser et de salir sa noble parure,
elle se retourne, elle fait face au renard, et finalement, elle meurt. Et là, Barbetorte dit « Kentor mevel eget bezan sautet », qui veut dire « plutôt la mort que la souillure », effectivement, 20 sur 20 pour Bravo Stan. Tristan, excellent. Allez, on va voir si vous êtes toujours aussi bon sur la suite. On apprend que la région accueille le championnat du monde de lancer de menhir. Est-ce que vous savez où ça a lieu? Non. Non. Alors, Carnac. Non, Ah, ça aurait pu. Ça aurait pu. Non, Alors, non. c'est à Guerlesquin. Ah oui. Et ça existe depuis 10 ans, figurez-vous, ce lancer de menhir. Alors, c'est pas particulièrement celte, on ne peut pas dire ça, mais il y a dans l'imaginaire humain que le petit village gaulois d'Astérix serait quelque part caché en fait en Bretagne. Ah, on a enfin trouvé. Oui. Ça y est, c'est Oui. là. Alors, on a une petite source là-dessus, c'est que les auteurs d'Astérix ont survolé le village d'Erquy, dans les Côtes-d'Armor, et auraient décidé que peut-être le village gaulois, des irréductibles gaulois, serait là. En tout cas, sanglier, cervoise, c'est la fête, tous les ans, et on lance des menhirs. Il y a plusieurs catégories. Il y a la catégorie pour les enfants, la catégorie idée fixe, donc là on commence à 5 kilos. Ah quand même. Ah ben quand même. La barre est haute là. Oh. Il y a la falbala, c'est la catégorie féminine. D'accord. Là, nous sommes un peu... Alors, je ne connais pas le poids, mais là, on est un petit peu plus élevé. Les garçons, les hommes de moins de 20 ans, sont dans la catégorie Astérix. Et puis, il y a une autre catégorie qui est la catégorie Obélix, forcément. Voilà, pour les hommes de plus de 20 ans. Et là, on lance des menhirs de 25 kilos. Carrément. Mais il y a plusieurs championnats de lancer comme ça. Il y a évidemment le crachet de Bigorneau, hein, et également du côté de Hunvic, enfin, dans la petite commune de Hunvic, Dans le près de Finistère, Morlaix, on lance des artichauts. Ah, le lancer d'artichaut. Oui. Une autre catégorie. Alors les artichauts alors on ne prend pas les artichauts qui sont valables, hein, ce sont des vieux artichauts qui sont presque en fleurs, et on marche par deux, donc c'est par couple qu'on travaille. À 25 mètres, vous avez une hotte, donc comme des Pères Noël. On a une hotte, et donc l'autre, le partenaire, doit lancer l'artichaut dans la hotte. Et c'est inimaginable le nombre de personnes qui assistent chaque année à ce championnat du monde de lancer d'artichaut. C'est fabuleux tout ça. Bon, enfin, ça fait partie de toutes les thématiques qui sont abordées dans ce petit livre, qui est rigolo, mais en même temps, on apprend plein de choses. Alors, le livre n'est pas exhaustif. Vous appelez également chacun d'entre nous à l'alimenter. De quelle façon? Eh bien, il y a une adresse. Tout savoir sur la Bretagne. On va la voir. Tout simplement, sur Internet, on tape tout savoir sur la Bretagne. @gmail.com. @gmail.com, voilà. Et vous pouvez alimenter ce petit bouquin avec vos anecdotes, vos histoires, vos souvenirs, bien sûr, vos témoignages. On les attend avec impatience. Ça sent le tome 2, ça, moi je vous le dis. Et puis j'en connais deux qui vont sûrement participer. Merci beaucoup, Éric Jouan, d'avoir été à nos côtés. Alors on va revenir à l'histoire de Matmata, hein, vous l'évoquiez tout à l'heure. Juillet 97, Matmata sort un premier single avec 2 chansons liées à la Bretagne qui rencontrent tout de suite un succès phénoménal, Lambéandro et Les Moutons. Comment c'est venu ces chansons-là? Alors, les deux histoires sont très différentes, parce que Les Moutons, c'est pas une chanson de Matmata, en fait. C'est une chanson que moi, j'ai découvert dans les pubs à Brest à l'époque. Et c'est une chanson qui date fin des années 80, je crois, et qui a évolué, parce que tout le monde a rajouté son petit couplet dessus. Donc nous, on l'a pris en route, on a rajouté quelque chose aussi. Et quand on a enregistré donc Lambé sur ce 2 titres-là, qui étaient destinés uniquement pour nous, pour démarcher, pour avoir des concerts dans des clubs, en fait, on s'était dit qu'on allait mettre Les Moutons en face B, a cappella. Et puis finalement, on a fait de la musique dessus. Et puis voilà, le disque est sorti. Et puis finalement, on en a mis quelques-uns en vente. Et puis en fait, ça a été de quelques-uns, c'est parti à 30 000 singles. Écoulé juste par le bouche à oreille. Ouais, puis parce que là c'était pour le autoproduit, autodistribué. C'était un pote à nous qui allait livrer les disques dans les magasins de disques en Bretagne en 4L. Donc voilà, c'était vraiment c'est une fabuleuse histoire artisanale au début, effectivement, puis qui l'a plus été du tout. On va revenir justement sur l'histoire des Moutons avec un reportage signé Gilles Le Morvan et Thierry Bouilly.
1999 à Rennes, Matmata met la Wash. Sur scène, entre leurs premières compos et des reprises des Beatles ou de Gainsbourg, les Brestois décochent cette chanson surréaliste entendue dans un de leurs bistrots fétiches. Un titre sans queue ni tête, à la paternité approximative, les moutons. Des étudiants qui chantaient cette chanson-là à cappella, donc un cornet discount. Bon, je trouve ça super marrant parce que les paroles étaient assez délirantes. Et puis un jour, je me suis dit, je vais les copier quand même. Je vais copier ce que j'entends là. Et cette chanson est devenue un petit peu notre joker en fin de concert quand on a commencé avec le groupe. Et puis les gens aimaient beaucoup parce que la chanson était marrante. Et parce qu'ils voyaient les 4 musiciens, y compris le batteur, venir au micro chanter a cappella. Donc c'était une bonne manière, une manière sympathique de terminer les concerts. Alors le principe des moutons est bête à bouffer du foin. Vous prenez un air gai, chic et entraînant à la sauce armoricaine et vous posez dessus des rimes en lenno, avec si possible un peu de Bretagne dedans, du bonheur demi-sel. Il fallait juste avoir l'idée. On ne savait pas du tout qui avait écrit cette chanson-là et on a eu un nom. Donc ça nous a permis, après on les a rencontrés, ils étaient deux finalement. Jacques Balcon et Dominique Daniel, eux ils ont vraiment débuté la chanson, ceux qui ont eu l'idée de faire la rime en lenno. Et elle a tellement fait de chemin après cette chanson-là que tout le monde a rajouté son couplet. Enfin c'est ce qu'on appelle un traditionnel finalement, c'est un peu une chanson populaire écrite par les gens, quoi. Alors en 97, pour leur premier single, Matmata n'avait pas vraiment prévu d'enregistrer les moutons. Le tube, c'était plutôt Lambéandro. Mais une fois en studio à Paris, le réalisateur leur a dit « Vous avez une super chanson en face A, mais en face B, vous avez quoi ?» Donc nous, on était là, on dit « Bon, on a peut-être un truc facile à enregistrer, c'est de la cappella. Et donc on lui a parlé des moutons, quoi. On a chanté la chanson, on dit « Ouais, ça peut le faire. » Sauf que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Les moutons, en fait, c'est un pline. Dans les fest-noz, quand on danse un pline, il y a un truc qui est très particulier, c'est le bruit des pas de danse, en fait, qui font vram, vram, ta, 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 vram, vram. Donc on s'est dit, on va enregistrer ça d'abord. Donc il nous a trouvé des planches qu'on a installées sur le sol du studio avec des micros braqués sur les planches et on a commencé à faire les pas de danse du pline pour avoir une base avec un métronome quand même pour être à peu près en place. Le single et bientôt l'album vont faire un carton, mais qui va enfermer nos Brestois au rayon rock breton, un petit peu étroit. Une étiquette que le groupe essaiera de dépasser à partir du deuxième album, mais sans pour autant oublier de revenir de temps en temps sur scène à ces moutons. Ça fait partie des chansons qui vraiment appartiennent au public à un moment donné, quoi. Le public se serait vraiment accaparé. C'est pour ça que la deuxième tournée de 2001, on n'a pas arrêté de la faire, mais on la faisait différemment. En fait, je la faisais a cappella avec le public. Donc c'était plus un espèce de happening, mais franchement, c'était quelque chose à faire parce que dans les vieilles charrues, où il doit y avoir 70 000 personnes cette année-là, faire un cornet discount avec 70 000 personnes, c'est pas mal ça. Faut le faire une fois. Et voilà, un magnifique reportage à travers champs Endo de Gilles Le Morvan et Thierry Bouilly. Les Bretons aiment se moquer d'eux-mêmes, Tristan? Oui, je pense, ouais. Oui, je crois, oui, il y a de quoi. Enfin. Vous confirmez, Eric Jean? C'est plein d'énergie ce qu'on vient de voir et puis ça rappelle plein de souvenirs. Et c'est vrai que tous les concerts de Matmata se terminaient par cette envolée qui montre au fond que la Bretagne se sert, les Bretons se servent de leur histoire et inventent quelque chose de nouveau. Parce que là, il y a beaucoup d'humour et en même temps, on est historiquement dans les mêmes bases. Donc, on est bien dans une danse ancienne. Nous, on le considère comme un haka maintenant. Ah voilà, c'est ça. En fin de concert. Ah, oui. En fait. Donc, c'est super. Ça montre que la Bretagne sait inventer des choses à partir de ces bases qui sont inoubliables. Bien entendu. Alors vous, Benoît, à l'époque, vous ne faisiez donc pas partie du groupe, vous étiez à Paris. Comment s'était perçu le premier album, La Wash, quand c'est sorti en 98? Ouais. Moi, j'entendais les moutons, je l'entendais pas. Hein. Moi, j'entendais Matmata quand j'étais dans ma bagnole.
Mais sur Lambeandro, vous l'avez WFM. entendu, Oui, forcément. Lambeandro, oui, tout à fait, Emma. Et puis voilà, mais Et c'était quoi? C'était perçu comme les gentils cousins de Bretagne, ou alors vraiment, on s'est dit qu'il y avait un renouveau de la musique celtique à ce moment-là? Ben, moi, je suis peut-être passé un peu à côté, mais j'entendais ça parmi d'autres groupes à la radio. Et l'identité bretonne, entre guillemets, je l'ai pas senti particulièrement, quoi. Elle Par a contre, été revendiquée, oui. Une fois que qu'on s'est rencontrés et que j'ai atterri en Bretagne, oui, là, effectivement, j'ai vu un peu l'ampleur de la chose. De la vague, le truc. De la vague. C'était volontaire, Tristan, justement, cette vague celtique, ou alors ça vous est Non. finalement tombé un peu dessus par hasard, vous auriez pu chanter autre chose? Non, ça faisait partie de nos références. Voilà. Donc, nos parents écoutaient Stivell. Stivell était revenu un peu quelques années avant aussi, donc on écoutait ça aussi, parmi d'autres choses plus anglo-saxonnes. Donc ça faisait partie des ingrédients. Après, c'est vrai qu'on a voulu un peu nous faire porter un drapeau Ouais, de vous la cataloguer, musique, hein, de la c'est musique ça. bretonne, sauf on faisait du rock, mais la musique bretonne, il y a des gens qui la font beaucoup mieux que nous. Donc, Ça vous a gêné? C'était un peu on lourd a à eu peur porter? parce qu'ils disent non, mais on va pas représenter la musique bretonne, on n'a pas les épaules pour ça. Donc voilà, on se considérait plus comme un groupe de rock avec quelques éléments quand même, parce que voilà, moi j'en ai fait des fest-noz avec mes parents quand j'étais gamin, donc ça rentre par une oreille, mais ça sort pas forcément par l'autre. Ça s'installe reste. quand même. Donc Voilà. ouais, c'est un élément, voilà, un ingrédient de notre musique. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'en 2001, quand vous sortez votre deuxième album qui s'appelait Rebelote, finalement, là, vous vous êtes détaché un petit peu de ce côté référence à la Oui, Bretagne? parce que, Ça oui, a il y avait- surpris d'ailleurs vos fans un peu. Bah oui, parce C'est qu'il plus y rock. avait un malentendu qui s'installait. C'était voilà, Mad Matin est un musique. Non, enfin, comme je le disais, on n'avait pas le talent nécessaire pour vraiment faire de la vraie musique bretonne. On faisait ce qu'on pouvait, hein. Et donc on a décidé de faire un virage assez rock, parce que c'était aussi notre origine. Notre origine, nous, les clubs, c'est jouer au début, on faisait des reprises en fait de rock anglo-saxon dans les bars. Et notre tout premier public n'a pas été finalement si surpris du deuxième album, quoi. Voilà. Déçu ou pas, ce public-là? Non, il y a ils vous ont- il y a une partie du public, oui, qui a été déçue parce qu'on abandonnait un petit peu les références bretonnes, mais pourtant, il y avait toujours un petit peu, de temps en temps, il y en avait un peu. On ne Et peut pas s'en détacher, voilà, totalement. non. Et puis alors, il y a eu le troisième album, Archikramer, et c'est là, vous, Benoît, que vous êtes arrivé. à Vous fait. avez voulu justement impulser encore plus cette énergie rock, qui était finalement l'ADN de Matmata, au final. Oui, encore plus. Enfin, elle était déjà là, hein, de toute façon. Oui. Hein. Nous, on s'est rencontrés un peu avant. C'est trouvé qu'on avait pas mal de choses en commun au niveau de la culture musicale. Voilà, alors oui, ça a été une continuité. Après, comment dire, moi, j'ai jamais senti, quand j'ai intégré le groupe, un esprit où on avait comme ambition de revendiquer le fait qu'on était breton, voilà. Il se trouve que le groupe, oui, vient de là, mais donc il y a forcément des racines et il faut absolument pas renier ces racines. Mais voilà, ça ne se doit pas s'arrêter là. Et c'est un groupe de rock, effectivement. Voilà, donc oui, alors impulsé, oui, j'en sais peut-être. Oui, ouais, voilà. Ça s'est confirmé, on va dire. Oui, quoi. Voilà. ouais. Archikramer, hein, c'est un album qui a marché aussi bien que les autres. Non, bah après, de toute façon, depuis quelques années, l'industrie du disque a tendance un peu à décliner. Donc, Ouais. il n'a pas marché comme la Wesh, qui était un phénomène, parce que là, on l'a pas vu venir le truc. Mais non, c'était un retour après quelques années notamment avec Au Conditionnel. Mais c'était un album assez éclectique. Et puis, nous, on aime bien, de faire voyager les gens et leur proposer, essayer des choses. Voilà. Et Puis il y c'est avait une des petite choses. particularité, c'est qu'on l'a fait en vase clos, entre guillemets, entre nous, entre guillemets à la maison, quoi. On a pris le temps. Dans notre studio, on a C'est pris vrai, du vous avez temps. Bon, on a de très bons souvenirs. Oui, on n'en parlera Voilà. pas. On en parlera pas. C'était quelque chose, ouais. Et puis ouais, c'était chouette. Hein. C'était mon premier album avec toute la bande et tout y est dedans. Enfin, je sais Ouais, pas, mais il y chaque a- album était ouais. un peu à une histoire, voilà. Donc Voilà. entre ce que les gens vont écouter et nous ce qu'on a vécu là-dedans, donc c'est vrai que voilà, dès qu'on y pense, des fois on se marre parce qu'on se souvient de plein de choses. Donc voilà. Il y a des petites capsules de vie à chaque fois, Voilà. hein, des petites aventures. Vous, Éric Jouin, la musique de Matmata, cette musique éclectique, justement, elle vous parle? Ah oui, oui, c'est comme
C'est comme une Madeleine de Proust, en fait. Hein. Ça nous rappelle plein de bons souvenirs, effectivement. Et puis, Est-ce que c'est une musique généreuse? Ah oui. Oui, on voit bien. Bah, c'est du rock, quand même. Hein. Le rock, c'est généreux. Alors, on va rester dans ce domaine de la générosité, justement, avec une campagne d'appel aux dons assez particulière. C'est une campagne de sensibilisation pour recruter des donneuses d'ovocytes, histoire de donner du bonheur aux couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants, malheureusement. Regardez la campagne d'abord de l'Agence de biomédecine, et on en parle juste après avec une spécialiste de la question. Tu sais, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un beau cadeau. Ah ouais? C'était quoi? Un cadeau qui compte vraiment. Waouh! Et tu l'as offert à qui ce cadeau? J'en sais rien. Et c'est ça qui est bien. Alors là, il faut que tu m'expliques. En France, une femme entre 18 et 37 ans peut donner des ovocytes pour des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est anonyme et gratuit. Renseignez-vous sur dondovocytes.fr. Et pour aller plus loin sur le don d'ovocytes, nous accueillons le docteur Ségolène Vaux, biologiste au CHU de Rennes. Bonjour. Alors, vous êtes responsable de l'unité SECOS au CHU de Rennes. Qu'est-ce que c'est le SECOS? Le SECOS, alors c'est un vieux nom poussiéreux, mais c'est le Centre d'études et de conservation des œufs et du sperme qui a deux grandes fonctions. Tout d'abord, la préservation de fertilité, qui n'est pas le sujet aujourd'hui, mais il y aurait des tas de choses à dire, et le don de gamètes, que ce soit les spermatozoïdes ou les ovocytes. D'accord. Alors, votre mission, c'est d'aider des couples infertiles à devenir parents. C'est une mission assez confidentielle quand même, et pourtant très demandé. Oui, effectivement, en fait, le don de gamètes de manière générale et particulièrement le don d'ovocytes souffre de cette confidentialité. Il y a plein de personnes en France qui ignorent que le don de gamètes est autorisé, que c'est une possibilité et du coup, en fait, la conséquence pour les couples, ce sont des délais d'attente très longs pour pouvoir bénéficier de ces dons d'ovocytes et de spermatozoïdes. Alors, dans notre région, combien de couples sont en attente d'un don de ce type-là? Alors, moi, je pourrais vous donner les chiffres sur le CHU de Rennes. Nous, on a à peu près 150 couples en attente d'un don d'ovocytes aujourd'hui pour entre 40 et 50 donneuses qui viennent faire un don d'ovocytes chaque année. Qui sont ces couples en attente d'un don? Est-ce qu'il y a des profils Ah oui, alors en fait c'est réglementé, puisqu'en France, l'aide médicale à la procréation s'adresse à des couples hétérosexuels. Peut-être que la loi changera dans les mois ou les années à venir. Pour le moment, voilà, on s'adresse forcément à des couples qui ont une infertilité médicalement diagnostiquée, donc dans le cadre du don d'ovocytes, une infertilité féminine sévère, ou bien lorsqu'il y a un risque de transmettre une maladie génétique à la descendance. Alors, pour être donneuse, est-ce qu'il y a des conditions particulièrement à remplir? Oui, il faut être majeur, bien sûr. Il faut avoir moins de 37 ans et puis il faut être en bonne santé parce que médicalement, il faut qu'on s'assure d'éviter de transmettre certaines maladies. Et puis, on peut avoir eu ou ne pas avoir eu d'enfant. Jusqu'en 2015. C'est pas une condition. Non, jusqu'en 2015, il fallait être maman. Et puis, désormais, on peut ne pas être maman. Qui élargit encore les possibilités de don, et ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Exactement. Alors concrètement, comment ça se passe le don, le don d'ovocytes? Alors, une donneuse qui va venir se présenter dans le centre va avoir 5 rendez-vous médicaux le même jour avec un anesthésiste, un psychologue, un gynécologue, un biologiste et un généticien. On va faire un bilan pour s'assurer qu'elle peut donner et puis qu'elle ne risque pas effectivement de transmettre de maladies génétiques. Puis on va récupérer certaines données qui nous permettront ensuite d'apparier le don. C'est-à-dire qu'on va essayer de rendre le don le plus compatible avec le couple receveur sur les caractéristiques physiques, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la couleur de la peau. Et donc voilà, on va récupérer tous ces critères qui nous permettront de faire l'appariement du don. Alors, très concrètement, est-ce que c'est contraignant, on va dire, une fois que le don est accepté et validé? Est-ce qu'il y a un traitement à prendre, quelque chose en particulier? Oui, c'est un traitement par voie injectable. C'est la partie pas fun du don. Du coup, ça dure 10 à 15 jours. L'objectif, c'est de stimuler les ovaires pour faire grandir les follicules. Et puis, lorsqu'on est satisfait de la croissance, bien sûr, il y a un suivi pendant tout ce traitement. Quand on est satisfait de la croissance, on réalise une ponction des ovaires sous anesthésie. Et on va récupérer les ovocytes et les congeler. Donc, on limite au maximum les contraintes pour que la donneuse ait le moins de déplacements possible à faire au CHU. Donc c'est risqué ou pas? Est-ce que ça
ça diminue, on va dire, la propre réserve ovarienne de la donneuse. Ça, c'est une question, j'imagine, qui revient souvent. C'est une idée reçue. Le fait de faire un don d'ovocytes ne diminue pas la réserve ovarienne des donneuses. Et ça, je crois que c'est une idée qui est importante à écrabouiller. On ne diminue pas la réserve ovarienne en faisant un don d'ovocytes. D'accord, c'est bon de le rappeler et de le dire haut et fort. Alors pour celles qui souhaiteraient donc faire ce don, on rappelle brièvement quand même les principes qui régissent ce don. Bien sûr. Il y a 3 grands principes pour le don de gamètes. Le volontariat, on fait un don. Nous, on ne va pas contraindre les donneuses à faire un don, sinon c'est de l'extorsion et on ne trempe pas là-dedans. Donc le volontariat, la gratuité, ça veut dire qu'on ne va pas rémunérer les donneuses. En France, on ne gagne pas d'argent à faire un don. Par contre, la loi prévoit qu'on puisse être remboursé des frais occasionnés par le don, notamment des frais de déplacement, des frais d'hôtellerie. Et puis le 3e grand principe, c'est l'anonymat. C'est peut-être le principe qui est le plus souvent discuté. C'est le fait que l'on ne puisse pas faire le lien entre le couple qui reçoit les ovocytes et la donneuse. À part nous, au Sécos. Vous êtes les seuls à être dans le secret. Voilà. Mais donc c'est pas un secret. Il y a une confusion aussi qui est faite entre l'anonymat et le secret. Et en fait, non, il n'y a pas de secret. Ce sont les gamètes qui deviennent anonymes, mais les donneurs ne sont pas anonymes. Au contraire, il faut en parler. Mais c'est ce qu'on fait ce matin. Très bien, merci. Alors justement, pour en savoir plus, et on peut consulter bien entendu le site internet dondeovocytes.fr et puis on peut vous contacter au Sécos, au CHU de Rennes. Le numéro s'affiche à l'instant. Et puis il y aura une conférence d'information au Champ Libre à Rennes le vendredi 26 janvier 2018. Oui, tout à fait. On peut d'ores et déjà réserver, s'inscrire. Oui, venez nombreux. Et venez nombreux. Merci beaucoup, Ségolène Vaud, d'être venue nous parler de ce sujet très concernant. Messieurs, j'imagine que... Bon, alors peut-être que vous n'en avez pas souvent entendu parler. La question que j'avais envie de vous poser, c'est... on a parlé des ovocytes, là, mais les spermatozoïdes, vous n'en avez pas besoin? Vous en avez suffisamment? Alors, c'est vrai que le message actuellement est plus centré sur les ovocytes parce qu'on a des délais d'attente qui sont très longs. Pour un couple receveur, en France, on a entre 1 et 3 ans de délai d'attente pour un don d'ovocytes. C'est ça, oui. Sur le don de spermatozoïdes, les délais sont un petit peu plus courts parce qu'avec un don de spermatozoïdes, on va pouvoir générer plus de grossesse qu'avec un don d'ovocytes. La loi fixe une limite de 10 naissances avec un don. On va pouvoir atteindre ces naissances-là avec un don de spermatozoïdes. Avec un don d'ovocytes, si on atteint 2 naissances, c'est le bout du monde. Donc il y a besoin de plus de donneuses que de donneurs, mais si les donneurs se sentent concernés aujourd'hui par le message que je transmets, il ne faut pas hésiter à nous contacter également. Et ben voilà, 2 en 1. Vous n'êtes pas venus pour rien, Ségolène Vaud. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment. On va revenir sur la belle carrière de Matmata qui a fait des petits. Allez, on fait le lien avec la chronique précédente. Vous avez sorti un 4e album, La Cerise. C'était sur le gâteau? C'était le plus bel album ou c'était autre chose? De toute façon, quand on sort un disque, on se dit que c'est le meilleur. Donc l'histoire après, je ne sais pas. Mais non, c'était dans une continuité. Voilà, c'était le 2e album avec Benoît, qu'on a enregistré dans le sud de la France. Parce que là, pour le coup, il faisait un peu trop froid en Bretagne à ce moment-là. Mais voilà, ça a été. Puis c'est l'album aussi où commence à se passer des choses dans le groupe. Et comme dans n'importe quel groupe, à un moment donné, on prend des chemins un peu différents. Et artistiquement, humainement, ça commence un petit peu à s'essouffler. Et on a fait une tournée derrière. Et puis c'est là qu'on a décidé d'arrêter. Parce que 2008, vous décidez d'arrêter après 13 ans d'existence. C'était compliqué de se dire, on a déjà... Oui, mais bon, voilà, on voulait coûte que coûte rester honnête avec notre public. Et même si on peut cacher des choses lors des concerts de ce qui peut se passer derrière, il y a un moment donné, on n'arrive plus à cacher que ça ne va plus. Donc là, on s'est dit, on arrête parce qu'on ne sera pas honnête avec le public. Donc on a voulu faire les choses un peu proprement, honnêtement. Et puis, donc on a décidé fin 2007 de se séparer. On a fait une tournée d'adieu. En 2008. On en a fait beaucoup moins qu'Aznavour en même temps. Donc. Oh, c'est vrai. Mais voilà, et en 2008, on a fait une série de 7-8 concerts d'adieu. Mais d'adieu temporaire finalement, parce que la bonne nouvelle... Alors, premièrement, vous avez fait un retour virtuel en 2015 à l'occasion des 20 ans du groupe. Ça, c'est avec la sortie d'un album. C'était quoi? C'était une volonté de votre part ou c'était la maison de disques qui disait... Non, c'était une volonté de notre part, parce que je trouve que 2 ou 3 ans après la fin du groupe, en 2008, notre maison de disques qui était Barclay a sorti une compilation. Nous ne voulait pas trop, mais contractuellement, on ne pouvait pas s'y opposer. Donc, on a laissé sortir leur truc. Et on s'est dit qu'un jour, on allait faire un truc un peu plus sympa, plus classe, qui raconterait l'histoire du groupe
Donc on a profité de l'année 2015 qui marquait les 20 ans du premier concert du groupe pour se dire bah voilà, on va le sortir là. Et il y avait 2 chansons inachevées qui dataient de 2008 qu'on a décidé de mettre dans ce coffret là. Il fallait les terminer. Anthologie, ce coffret. Ouais, Antaologie. Antaologie, pardon. D'ailleurs, c'était un hommage à Antao Lagat. Voilà. Et donc voilà, on a enregistré ces 2 chansons-là en 2015 en studio. On s'est retrouvés, on s'est pris à notre propre piège. Et c'est pas mal en fait quand même de jouer ensemble. Donc. Et puis finalement, voilà quoi, c'était reparti pour un tour. Exactement. Alors du coup, vous annoncez votre reformation. Et c'est un vrai feuilleton votre histoire. Ah oui, c'est dingue. C'est de roman photo, c'est incroyable. C'est un soap. C'est un soap. Donc le 23 septembre 2016, vous annoncez votre formation et puis vous repartez pour une nouvelle tournée et vous sortez un nouvel album en 2017, Plate Couture. Pourquoi Plate Couture ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On dit on est moi, battu je vais à laisser Stan répondre à ça. Ah d'accord. Joker. Bon, le truc, c'est que au début, c'était le titre d'une chanson qui n'a jamais existé. Voilà. De temps en temps, quand on écrit une chanson, on a d'abord le titre. On dit tiens, ce serait pas mal de faire une chanson qui s'appelle comme ça parce que ça sonne bien. Et donc, j'ai pensé à Plate Couture et puis j'ai jamais réussi à trouver une problématique dans le texte. Donc, la chanson n'a jamais existé. Et quand on a écrit l'album, je suis retombé sur ce truc-là. Je dis mais ça pourrait être un bon nom d'album parce que ce qu'il évoque, une espèce d'antagonisme déjà entre plate couture, où il y a le mot plate, mais en même temps plate couture, une certaine violence dedans, on revenait avec du rock, et puis voilà, du point de vue de l'évocation, ça pouvait se rapprocher de pas mal de chansons, donc on a choisi ce nom-là, et puis on va pas dire plus, parce que chacun doit trouver, faut voir ça dans l'album, voilà. Et puis, alors vous êtes retourné ça aussi, grand moment l'été dernier, aux Vieilles Charrues, et alors là, ça a été comme il y a 20 ans, quoi. Pareil. Oui, c'est vrai que c'est énorme, les Charrues. De toute façon, c'est la plus grosse salle de France. Donc voilà, c'était la 5e fois. Et comme je disais, ça a beau être la 5e fois, on s'y habitue pas. Voilà. C'est comme la première, et c'est toujours aussi bien. On va regarder justement tout de suite un extrait du documentaire Bretagne, terre de festival, coproduit par Bleu Héroise et France Télévisions, et réalisé par Sylvie Denis. On vous retrouve en concert. C'est ta reine dans le cafard. À choisir la photo, moi je choisis le Marocco. Les alcools ont leur soulard, le canard c'est le panard. Y en a qui le mystifient, moi je fais son apologie. Pourtant si simple de le légaliser. De petits joints par jour, c'est antidépresseur. Si l'État dans ce cas n'était pas l'agresseur, le peuple tout entier pourrait mieux respirer. C'est encore cette fois par l'argent que le bas blesse. Si au moins le hashish pouvait remplir les caisses, nos dirigeants affables fermeraient bien les yeux. Et parfois, avec nous, s'envoleraient de jeu. L'apologie, et oui, vous avez eu quelques ennuis avec cette chanson ou... Non, on a eu... non, c'est la police qui a eu des ennuis avec nous, mais... oui, on a eu quelques petites embrouilles avec la justice, mais bon, c'est assez anecdotique. Vous n'étiez pas les seuls à l'époque. Non, on a gagné au final. Aussi, voilà, en plus. Ségolène, vous, ça vous rappelle des souvenirs Oui, quand j'étais au lycée, on est allé au concert de Matmata avec mes amis, mon frangin, et sur la route de Rouen des études. Parce que je suis normande, je suis désolée. Oh là là. C'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Du coup, on écoutait à fond la caisse Matmata dans la voiture. Comme beaucoup de gens, voilà. Alors, le public a été ravi de ces retrouvailles. Hein. On a senti... c'est fou, quoi. C'est comme si c'était hier, à chaque fois. Oui, puis en plus, aux Vieilles Charrues, on est un peu l'orchestre du village. Voilà, parce que c'est le seul jour de l'année, on n'est plus brestois, on est carrésien. Voilà. Ah, donc, ça fait partie du package. Matmata aux Vieilles Charrues. Voilà. Alors, vous repartez en tournée avec cet album Plate Couture. Ouais. D'ailleurs, c'est même quasiment la fin de la tournée. Comment ça s'est passé, cette tournée ? Ouf. Oula. Il y en a marre.
en a marre. Faut Combien de arrêter, dates c'est insupportable. Combien de dates vous avez fait? Les gens viennent nous voir, ils viennent de partout. Même nous parlent. Enfin, On a c'est- joué dans toute la France, on a même été en Belgique, en Suisse, En Corée. En Corée. Corée. Ah ouais. Les salles sont pleines. Alors évidemment, ça crie, ça chante, ça danse. C'est le bordel. C'est le bordel Il y en a total. marre. Donc bon, il va falloir que ça se calme absolument parce que Vous avez fait combien de dates? en fait, on était parti au départ pour faire une quarantaine de dates, Ouais. et puis on s'en est retrouvé à en faire 90, pas loin de 90, Ah je oui, sais quand plus même. exactement. Quand même. Non, c'est chouette. On retrouve notre public déjà qu'on a connu à l'époque, qui a répondu présent. Donc on connaît quelques têtes. Et il y a une nouvelle génération de 15-20 ans qui nous ont jamais vus, qu'on n'a jamais vus non plus. Donc ça, voilà, il y a un renouvellement du public aussi, une nouvelle génération. Et ça, on s'y attendait pas. Et non, c'est vraiment une super tournée. Super. Bon alors, cette tournée va se terminer en Bretagne, normal quand même. Le 9 décembre, vous allez à Plougastel-Daoulas. Oui. Voilà, retour au Bercail. Presque. Ouais. Presque. Voilà. Non, c'est même pas dans le Léon, c'est en Cornouailles. Donc, mais ouais. Voilà, Plougastel-Daoulas. ça se termine. Et alors, est-ce que l'aventure va continuer? Parce que bon, vous êtes reformé, mais comme vous nous avez habitués aux multiples rebondissements, vous ne annoncez pas que vous arrêtez après la Je pense pas tournée. qu'on attende 10 ans pour un Non. nouvel album. Non, on a déjà envie Continuez. d'écrire là. Voilà. Parce que là, on a passé 1 an sur la route. On n'est pas trop du genre à écrire sur la route. On préfère engranger des infos. Enfin, je dis toujours que pour raconter des choses, il faut d'abord les vivre. Ouais. Donc voilà. Donc on aura fait. Voilà. Je pense on va s'y remettre très rapidement à partir de janvier. Eh ben c'est parti. Au boulot. Allez, c'est parti. Eh ben écoutez, on vous souhaite bonne chance pour la suite, effectivement. Alors vous restez avec nous et vous savez que l'émission fait la part belle, évidemment, à ceux qui font la Bretagne dans tous les domaines. Et on aime bien contribuer chaque semaine au succès de nouvelles aventures en partenariat avec Kengo, la plateforme de financement participatif 100% bretonne. Ce matin, c'est le projet de Mathieu Duval et de sa compagne que nous mettons en lumière. Nous le recevons tout de suite. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous aussi fan de Matmata? Ouais, j'ai écouté ça aussi, ouais, ça rappelle des souvenirs. T'es pas obligé, hein. Ah non, bah si. Je crois qu'il se force pas, Des y bons a pas de souvenirs. problème. Alors Mathieu, vous êtes venu seul ce matin parce que Marie, votre compagne, elle est restée à la ferme. Oui. Une ferme que vous avez lancée cet été. En fait, c'est récent. Ouais, c'est tout nouveau, À le Chauvigny. projet. À Chauvigny, ouais, près de Fougères. Un petit village entre Fougères et Combourg. Ouais, c'est ça. Alors là-bas, vous élevez des ânes. Pourquoi des ânes? Bah, des ânesses déjà, plus particulièrement, oui. parce que nous, on traite le lait. Donc il faut des femelles et on va le transformer en savon directement à la ferme et le vendre en direct sur Saint-Malo, à la ferme, enfin un peu là où on pourra. Alors c'est un grand élevage. Combien d'animaux avez-vous? Pour l'instant, on a 5 ânesses. On 5 a eu ânesses. notre première naissance au printemps. Il y en a Oui. 2 autres qui sont prévus pour le printemps prochain. Et après, ça va grandir un peu en effectif au fil des années. Alors l'élevage, c'est la toute première partie de l'aventure. Vous avez un beau projet, en fait. Vous avez envie de vous lancer dans la fabrication de savon au lait d'ânesse. Pourquoi? C'est ça. Racontez-nous ça. Et ben parce qu'on cherchait un projet qui nous rassemblait tous les deux avec Marie. Elle est passionnée d'élevage. Et moi, j'aime bien l'élevage, j'aime bien les animaux, mais je m'y retrouvais pas forcément. Tandis que la fabrication de savon, la vente directe et tout ça, moi, ça, c'est quelque chose qui me stimule. Donc on est parti là-dessus. D'accord. Alors vous lancez un appel au financement participatif sur la plateforme bretonne Kengo. Vous avez besoin de, alors attention, c'est très précis, C'est très 3 333 €. Pourquoi ce chiffre si précis? Vous êtes j'ai à l'euro près. additionné les devis que j'ai faits. C'est pour construire le laboratoire où je vais faire les savons. Donc c'est des matériaux, en fait c'est du béton, du placo, de l'isolant, du bois, de l'électricité, tout ça. Et en faisant le total, on arrivait à 3 331 €. Alors on a arrondi pour la blague, quoi. Mais... Alors on estime la durée des travaux à 1 mois à peu près, c'est ça? Ouais, là on voit le local derrière. Là on a déjà commencé un petit peu, parce qu'on a déjà atteint 60% de la campagne. Donc on a commencé à faire les travaux, à faire le béton, à commencer les cloisons et tout. Donc ça commence à prendre forme. Donc vous lancez un appel aux dons, bien sûr. Il reste combien de jours pour... Alors il reste jusqu'au 31 décembre, il reste un peu plus d'1 mois encore. Là, donc, Et on lance un appel à tous les téléspectateurs qui nous regardent et qui, s'ils souhaitent participer à ce beau projet. Et quels sont d'ailleurs les bénéfices
du lait d'ânesse sur la peau. Alors il y Du en savon au lait a d'ânesse. plein, c'est plein de vitamines, c'est bon pour tous les problèmes d'eczéma, les choses comme ça. Problème Il y a d'allergie. Ouais, il y a Cléopâtre aussi qui est reconnue pour prendre des bains au lait d'ânesse. C'est vrai. Et sa jeunesse éternelle était reconnue. Donc, voilà, il y a plusieurs vertus comme ça. Parfait. Merci beaucoup, Mathieu, d'être Merci à vous. venu nous présenter ce beau projet. On vous retrouve donc sur la plateforme kengo.bzh. Voilà, écoutez, nous arrivons quasiment au terme de cette émission. Tristan et Benoît, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez une devise? Quelque chose, une petite phrase qui vous guide au quotidien? Vous qui connaissez la devise de la Bretagne quand même. Ouais, mais bon. Il y en a plusieurs, je sais pas, profiter de l'instant présent déjà. Ça, mais ça c'est peut-être plus avec l'âge, ça. Et puis, suivre son instinct, j'en sais rien. Je sais pas. Bah, c'est assez personnel, ça. Ouais, en même temps, oui, on la garde pour nous. Bon d'accord, on n'ira pas plus loin. Eh bien écoutez, il y en a une qui a une devise, c'est de nous faire plaisir et de nous surprendre tous les matins. Elle s'appelle Catherine Bossard, elle est comédienne et elle nous rejoint tout de suite pour faire le débriefing de l'émission. Bonjour Catherine. Alors, Bonjour. Vous parliez, Mathieu, de Cléopâtre qui prenait des bains de lait d'ânesse. Eh bien, ça m'a fait penser à cette citation que je vais vous livrer de manière totalement approximative. Si Cléopâtre avait eu un nez, si la forme du nez de Cléopâtre avait été différente, le monde en aurait été changé. Voilà. Donc, citation totalement approximative. Monsieur Jouan, tout à l'heure, parlait de la petite histoire bretonne. Eh ben, je vais vous raconter une petite histoire également. Et vous voyez, des grandes histoires se jouent à très peu de choses. Cette bourriche d'huître qui a été récoltée et vendue il y a quelques années, elle a été consommée par Marco Prince de FFF, qui ce jour-là à Brest, là vous voyez un peu où on en vient, donc qui consomme avec plaisir une bonne bourriche d'huître. Il se trouve qu'il a un concert le soir même, il est un peu patraque, elle lui tient un peu au bide, et là Matmata fait sa première partie. Et s'il n'avait pas consommé cette bourriche d'huître, peut-être qu'il aurait laissé un peu moins de temps à Matmata, vous auriez été moins reconnu par la presse, mais en tout cas c'est grâce à cette bourriche d'huître aussi que lors de votre concert vous enflammez la foule, et Sébastien et Virginie se rencontrent sur un pogo pendant une de vos chansons. Sébastien et Virginie, une grande histoire d'amour. Il y en a eu sûrement d'ailleurs au Vieilles Charrues, des rencontres, des histoires d'amour. Eux se prennent de passion pour le lancer de Bigorneau, pour le lancer de Menhir également. Virginie termine 2e du concours Falbala. Sébastien termine 1er du concours Astérix. Il vise d'ailleurs le concours Obélix tout à l'heure. Une belle histoire d'amour, en tout cas, qui est née grâce à une bourriche d'huître à votre concert pendant ce gala étudiant. Et en tout cas, voilà, ils essayent d'avoir un enfant, Sébastien et Virginie. Bon, ils n'y arrivent pas forcément. Il a battu tout le monde à plat de couture, d'ailleurs, pendant j'ai du mal. Vous voyez, je suis vraiment émue par leur histoire. Donc ils essayent d'avoir un petit enfant, et puis voilà, il faut bien un don d'ovocytes pour faire d'autres petites histoires. Donc grâce à un don d'ovocytes et puis un don de petits soldats également, ils vont pouvoir avoir un autre enfant. Voilà, tout ça grâce à une bourriche d'huître, à un de vos concerts. Merci à vous. Et puis à aussi un petit lancer de Bigorneau. Voilà, une petite histoire. Dans la grande histoire, vous voyez, il n'y a pas de petits détails. Donc peut-être qu'aussi avec vos laits et puis vos savons, ça va mousser. Et puis il va y avoir beaucoup d'ébullition et puis d'autres petites histoires. Merci à vous. Merci à la bourriche d'huître. Merci à Marco Prince. Merci Catherine. Dites-moi, vous avez des talents de chanteuse, vous? Pas en ce moment. Comment elle se défie? Désolée. Vous êtes plutôt Lambéandro ou les moutons? Allez, un petit je dirais. Un petit générique, un petit refrain, un petit truc. Oh bah non, ça va pas. Oh, bah non, je suis un peu... Oh non, vous me gênez. Allez-y, vous, Laurence. C'est dur le matin quand même. Ouais, c'est pas facile. Hein. Allez, vous m'aider un tout petit peu. Viens donc faire un tour à Lambé. Allez. Parfait. C'est pas mal. Je me souviens plus des paroles.
Bon, allez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite bonne chance pour la dernière date de votre tournée à Plougastel. Il y en a d'autres avant, mais bon. Oui, c'est pas fini. C'est pas fini, on sait bien. Mais en tout cas, en Bretagne, la prochaine, c'est le 9 décembre. Donc à Plougastel d'Aoulaz. Voilà, merci à vous tous d'avoir été avec nous. À suivre l'édition des régions. Puis à 11h20, vous retrouverez Midi en France en compagnie de Vincent Ferniaud de toute sa bande. Quant à nous, vous retrouverez l'actualité en langue bretonne à Antoulagade ce midi. Et puis le journal présenté par Éric Pinault. Dans nos JT aujourd'hui, nous entendrons les réactions suite à la décision de Bruxelles et l'utilisation du glyphosate. Nous découvrirons également le festival du film rural de Châtillon en Vendelais. Et enfin, dans les Côtes-d'Armor, le Secours catholique a mis en place Escale Famille. Nathalie Rossignol nous en dira plus. Voilà, je vous souhaite une très belle journée à tous. Demain, c'est le best-of de l'émission qui sera consacré au voyage dans l'espace avec Jean-Loup Chrétien et Jérôme Bonaldi. Et puis jeudi, notre invité fil rouge, ce sera la romancière et journaliste quimpéroise Nathalie Debroc. Voilà, belle journée à tous, gardez la wash.